pendant 200 ans. Une lettre a patienté, enfermée dans un coffre scellé. Elle a attendu dans l'obscurité d'une cave. Elle a attendu tandis que des guerres commençaient et se terminaient. Elle a attendu la chute des empires. Elle a attendu que des générations naissent et meurent. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pour qui cette lettre a attendu. Vous allez découvrir ce qui arrive quand une promesse vieille de 2 siècles retrouve enfin les âmes qui l'ont écrite. Si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous veniez de rencontrer, alors cette histoire prendra tout son sens. Antoine de Valois avait 42 ans et il n'avait jamais cru au véritable amour. Héritier de l'une des plus anciennes familles du pays, il administrait un empire financier construit au fil des siècles. Son manoir ancestral, érigé au XVIIIe siècle, recelait des trésors qu'il ne s'était jamais soucié d'explorer, jusqu'à cet après-midi. L'après-midi du 23 octobre 2025 commença comme n'importe quel autre jour. Antoine travaillait dans son bureau quand il entendit un bruit provenant de la cave. Il appela Madame Dubois. Madame Dubois avait 78 ans et travaillait au manoir depuis 5 décennies. Elle connaissait chaque recoin de cette demeure, chaque secret, chaque légende chuchotée entre les générations de domestiques. « Monsieur désire que j'aille vérifier ?» demanda-t-elle de sa voix rauque. Antoine se leva. « Non, j'irai moi-même. » Il descendit les escaliers de pierre qui menaient à la cave. La faible lumière révéla des décennies d'accumulation, des caisses empilées, des meubles recouverts de draps blancs, des tableaux oubliés appuyés contre les murs. C'est alors qu'il la vit, une boîte en bois sombre, différente de toutes les autres. Elle portait un sceau de cire rouge avec le blason de la famille de Valois, un blason qu'Antoine reconnut immédiatement, car c'était le même qu'il portait à sa bague. Il essaya de l'ouvrir. Le sceau résista. Pendant 200 ans, cette boîte était restée fermée. Antoine sentit quelque chose d'étrange, une urgence inexplicable, comme si cette boîte avait attendu spécifiquement pour lui, pas pour son père, pas pour son grand-père, pour lui. Il emporta la boîte dans son bureau. Avec précaution, il brisa le seau. Le seau de cire s'effrita, comme s'il pouvait enfin se reposer. À l'intérieur, il y avait 3 objets. Une médaille militaire de bronze, noircie par le temps. Un petit portrait d'une jeune femme, encadré d'argent terni, et une lettre. Antoine prit la lettre. Le papier était jauni, fragile, mais encore intact. L'écriture tremblait par endroits, comme si celui qui l'avait écrite était ému, ou pressé, ou les deux. Il commença à lire. « Ma bien-aimée Isabelle, » disait la lettre, « quand tu liras ces mots, je serai déjà parti au combat. Mais j'ai besoin que tu saches que mon cœur reste avec toi. Il l'a toujours été. Depuis l'instant où nos regards se sont croisés à cette fête chez le gouverneur, j'ai su que mon âme reconnaissait la tienne. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. La lettre continuait. « Ils nous disent que nous sommes des ennemis, que ton père se bat pour le camp républicain et moi pour le camp royaliste. Mais l'amour ne connaît pas de drapeau. L'amour ne respecte pas les frontières. L'amour, ma Isabelle, est plus grand que n'importe quelle guerre. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. Il y avait quelque chose dans ces mots. Quelque chose qui résonnait dans un endroit en lui dont il ignorait même l'existence. « Si je ne reviens pas de cette bataille, je veux que tu saches. Je veux que tu gardes cette promesse au plus profond de ton cœur. » Antoine tourna la page d'une main tremblante. « Je reviendrai vers toi, dans cette vie ou dans la prochaine. Mon âme te retrouvera. » Il lut les mots à nouveau. « Je reviendrai vers toi. » Et c'est à ce moment précis qu'il entendit des pas. La porte du bureau s'ouvrit. Isabelle Santos avait 28 ans. Elle travaillait comme demoiselle de compagnie au manoir depuis 3 ans. Orpheline depuis l'âge de 5 ans. Elle n'avait jamais connu ses parents, jamais su d'où elle venait. Elle avait seulement un nom et une sensation constante qu'elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Elle entra, portant un plateau avec du café, la même routine. Mais quand ses yeux croisèrent ceux d'Antoine, quelque chose se produisit. Antoine sentit le monde s'arrêter. Ce n'était pas une métaphore. Pendant une seconde, qui parut durer des heures,
Tout autour de lui disparut. Il n'y avait qu'Isabelle, debout dans l'embrasure de la porte, avec ses yeux couleur de miel qu'il sentait, inexplicablement, qu'il connaissait déjà. Le plateau trembla dans ses mains. Isabelle sentit, elle aussi. « Excusez-moi, monsieur, murmura-t-elle. Monsieur m'a appelé ?» Antoine ne parvenait pas à parler. Il regardait la lettre. Il regardait Isabelle. La lettre à nouveau. L'écriture. L'écriture sur la lettre. Elle était identique à l'écriture qu'Isabelle utilisait pour laisser des billets dans la cuisine. Le cœur d'Antoine faillit s'arrêter. « Impossible, murmura-t-il. « Comment, monsieur ?» Antoine leva la lettre. « J'ai besoin que vous écriviez quelque chose pour moi. » Isabelle fronça les sourcils, confuse. « Bien sûr, monsieur. Que désirez-vous ? N'importe quoi. Écrivez, c'est tout. » Elle posa le plateau sur la table. Antoine lui tendit du papier et un stylo. Isabelle écrivit son nom complet. Isabelle Santos. Antoine compara les écritures. Le I majuscule. Le S élégant. La forme des A qui se courbaient. Ils étaient identiques. L'écriture d'une lettre de 1820 était exactement la même que l'écriture de sa demoiselle de compagnie en 2025. « Comment est-ce possible ?» murmura Antoine pour lui-même. Isabelle regarda la lettre jaunie dans ses mains. Quelque chose dans ce papier l'attirait. Quelque chose dans cette écriture lui serrait le cœur d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Puis-je demander ce que c'est, monsieur ?» Antoine hésita. Puis il lui tendit la lettre. « Dites-moi ce que vous ressentez quand vous lisez ceci. » Isabelle prit le papier avec précaution. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Il n'y avait aucune raison logique. Ce n'était qu'une vieille lettre. Mais les mots transperçaient son cœur comme s'ils avaient été écrits pour elle. Comme si elle les avait déjà lus. Comme si elle les connaissait par cœur. « Ma bien-aimée Isabelle », lut-elle à voix haute, et sa voix trembla. Antoine l'observait. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Isabelle arriva à la fin de la lettre. Les derniers mots. « Je reviendrai vers toi. Dans cette vie ou dans la prochaine, mon âme te retrouvera. » Elle leva les yeux, croisa ceux d'Antoine, et à ce moment, hâle sur tous les deux. Ils ne savaient pas expliquer quoi. Ils ne savaient pas rationaliser, mais quelque part au-delà de la logique, au-delà du temps, au-delà de tout ce qu'ils connaissaient, quelque chose se reconnut. « Monsieur, » murmura Isabelle, « je connais ces mots. »« Comment ?»« Je. » Elle hésita. « J'en rêve, depuis que je me souvienne, depuis l'enfance. Je rêve d'un homme en uniforme militaire. Il écrit une lettre. Il fait sombre. » Antoine sentit ses jambes flancher. Il s'assit sur la chaise la plus proche. « Depuis combien de temps avez-vous ces rêves ?»« Depuis toujours, dit-elle. Depuis l'enfance. Je rêve d'un homme en uniforme militaire. Il écrit une lettre. Il fait sombre. Il pleure en écrivant. Et moi, je sais que ces mots sont pour moi, mais je n'ai jamais pu les lire. Jamais. Je n'ai jamais pu voir ce qu'il écrivait. Jusqu'à maintenant. » Antoine de Valois regarda la lettre dans ses mains. « Que voyez-vous d'autre dans ces rêves ?» Isabelle ferma les yeux. « Je vois un manoir. Non, pas celui-ci. Un autre, plus ancien. Je vois des chevaux, des soldats, à une guerre, et je vois. » Elle ouvrit les yeux, effrayée par ses propres mots. « Je vous vois, moi. Pas exactement vous, mais quelqu'un qui vous ressemble, avec votre visage, mais plus jeune, avec un uniforme et une médaille sur la poitrine. » Antoine de Valois regarda la médaille de bronze qui était dans la boîte, une médaille comme celle-ci. Isabelle fixa l'objet, sa respiration se coupa. C'est... Elle tendit la main, mais s'arrêta, avant de toucher. « Puis-je... » Antoine acquiesça. Isabelle prit la médaille. Au moment où ses doigts touchèrent le bronze froid, elle sentit une vague de vertige, images, flash, un champ de bataille, des chevaux, du sang et un homme
qui tombait avec cette même médaille sur la poitrine. Elle lâcha la médaille, comme si elle brûlait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Isabelle était pâle. « J'ai vu le mourir. Qui? L'homme qui a écrit la lettre. Il était dans un champ. Il y avait beaucoup de sang. Il est tombé, tenant la médaille. Et la dernière chose à laquelle il a pensé. » Isabelle regarda Antoine avec des larmes dans les yeux. La dernière chose à laquelle il a pensé, c'était à la femme pour qui il écrivait. Le silence qui suivit était si dense qu'Antoine pouvait le sentir. « Vous savez qui a écrit cette lettre ?» Isabelle secoua la tête. « Non. » Antoine de Valois regarda le seau de cire brisé, les armoiries de la famille. « Je sais, » dit-il. « C'était un de Valois, mon ancêtre, d'il y a 200 ans. » Isabelle regarda. La boîte, la lettre. Antoine. « Mais pourquoi ?» L'écriture est la même que la mienne. Antoine de Valois n'avait pas de réponse, du moins pas encore. C'est à ce moment que Madame Dubois apparut à la porte. La vieille demoiselle de compagnie regarda la scène, vit la boîte ouverte, la lettre, la médaille et le portrait qui gisait toujours à l'intérieur de la boîte, intact. « Vous avez trouvé ?» dit-elle simplement. Antoine se tourna vers elle. « Vous saviez, pour ça. » Madame Dubois entra dans le bureau. Son expression était celle de quelqu'un qui avait gardé un secret trop longtemps. « Ma grand-mère travaillait dans cette maison, » commença-t-elle, « et sa grand-mère, avant elle, chaque demoiselle de compagnie de cette famille a transmis une histoire à la suivante, une légende à propos d'une boîte scellée qui ne devrait jamais être ouverte, jusqu'à ce que les deux âmes reviennent pour là. Trouver les deux âmes. » Antoine répéta. Madame Dubois regarda Isabelle, puis Antoine. La légende dit qu'un jour, les mêmes âmes qui se sont séparées en 1820 reviendraient. Et quand elles reviendraient, la boîte pourrait finalement être ouverte. La promesse pourrait finalement être tenue. Antoine de Valois sentit un frisson. « Vous êtes en train de dire que, je dis que, pendant 5 générations, chaque demoiselle de compagnie a essayé d'ouvrir cette boîte. Le sceau n'a jamais cédé, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que vous descendiez, seul, et la remontiez, jusqu'à ce qu'Isabelle soit ici quand vous avez lu la lettre. » « C'est impossible, » dit Antoine, essayant de retrouver sa rationalité. « Ce sont des coïncidences. » Madame Dubois s'approcha de la boîte. Il y encore quelque chose que vous n'avez pas vu. » Elle prit le petit portrait, encadré en argent, qui restait à l'intérieur. « Quand vous retournerez ce portrait, monsieur, votre vie ne sera plus jamais la même. Êtes-vous sûr que vous voulez voir Antoine de Valois ?» Regarda Isabelle. Elle semblait aussi confuse que lui, aussi effrayée et si étrangement certaine qu'ils avaient besoin de voir se montrer, dit-il. Madame Dubois retourna le portrait. Antoine et Isabelle regardèrent en même temps. Ce qu'ils virent fit qu'Isabelle dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Le portrait montrait une jeune femme, cheveux foncés, yeux couleur de miel, une robe d'époque et un sourire doux qui semblait garder un secret. La femme sur le portrait était identique à Isabelle, pas ressemblante, identique, les mêmes traits, le même regard, la même marque de naissance sur le coin du cou qu'Isabelle essayait de cacher sous ses cheveux. Isabelle. Antoine murmura. Elle ne pouvait pas parler.
Elle regardait le portrait, comme si elle regardait un miroir d'il y a 200 ans. Madame Dubois pointa du doigt une petite inscription sur le cadre. Isabelle de Los Rios, 1803 à 1828, morte de tristesse, en attendant le retour de son bien-aimé. Isabelle, orpheline, depuis l'âge de 5 ans, sans nom de famille véritable, seulement un prénom que les frères de l'orphelinat ont choisi pour elle, Isabelle, le même nom. J'ai besoin d'air, Isabelle murmura et sortit du bureau. Antoine fit un geste pour la suivre, mais Madame Dubois le retint. Laissez-lui un moment. Monsieur, ce qu'elle vient de découvrir bouleverserait n'importe qui. Antoine de Valois regarda la porte par laquelle Isabelle était sortie. Qu'est-ce qui se passe ici? Carmen, la vieille demoiselle de compagnie, soupira. Ce que je vais vous raconter maintenant, monsieur, va à l'encontre de tout ce que le monde moderne croit, va à l'encontre de la science, de la religion, de la logique. Mais c'est la vérité, ce que cette famille garde depuis 200 ans. Antoine s'assit. Racontez. En 1820, votre ancêtre, le capitaine Sébastien de Valois, tomba amoureux de la fille d'un général ennemi. Elle s'appelait Isabelle de Los Rios. Son père combattait pour le camp républicain. Sébastien combattait pour les royalistes. C'était un amour impossible, interdit, condamné. Antoine regarda la lettre. La nuit, avant la bataille finale, Sébastien écrivit cette lettre, promis qu'il reviendrait, promis que même la mort ne pourrait pas les séparer, promis que son âme la retrouverait dans cette vie ou dans la prochaine. Et ce qui s'est passé, Sébastien mourut à la bataille le lendemain. Une balle dans la poitrine, exactement où se trouvait la médaille. Isabelle reçut la nouvelle quelques semaines plus tard. Elle ne s'en remit jamais, ne se maria jamais, passa les 8 années suivantes à attendre, à croire à la promesse. Et après, elle mourut à l'âge de 25 ans. On dit de chagrin d'amour. Mais avant de mourir, elle donna des instructions très spécifiques. La boîte avec la lettre, la médaille et son propre portrait devrait être scellée et ne pourrait être ouverte que lorsque Sébastien reviendrait. Antoine sentit un serrement dans la poitrine. Vous croyez vraiment que vous avez ouvert la boîte que personne n'a réussi à ouvrir pendant 200 ans? Isabelle a la même écriture qu'Isabelle de Los Rios, le même nom, le même visage, les mêmes rêves sur la nuit où la lettre a été écrite. Vous croyez vraiment que ce ne sont que des coïncidences? Antoine ne savait plus quoi penser. Je ne crois pas à la réincarnation, dit-il. Plus pour lui-même que pour Madame Dubois. Peut-être n'avez-vous pas besoin de croire, monsieur. Peut-être avez-vous seulement besoin de vous souvenir. Si vous ressentez quelque chose de différent, en regardant cette histoire, si quelque chose a résonné en vous d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, cela signifie que vous comprenez ce qu'Antoine commençait à réaliser. Antoine se leva. Il avait besoin de retrouver Isabelle. Il la trouva dans le jardin, assise sur le banc sous le vieux figuier qui existait sur la propriété depuis des siècles. Elle pleurait silencieusement.
Antoine s'assit à côté d'elle, ne dit rien, resta juste là. Après de longues minutes, Isabelle parla. « Toute ma vie, monsieur, j'ai eu l'impression d'attendre quelque chose, ou quelqu'un. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je n'ai jamais su pourquoi je me sentais si incomplète. Pourquoi, même entourée de personnes, je me sentais seule, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. » Antoine écoutait en silence. « Et ses rêves, continua-t-elle, ses rêves avec l'homme écrivant la lettre, avec la bataille, avec sa mort. Je me réveille en pleurant. Mon cœur me fait mal, comme si j'avais perdu quelqu'un que j'aime. Mais je n'ai jamais aimé personne, jamais réussi, et c'est comme si mon cœur était déjà occupé par quelqu'un que je ne connais pas. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de tristesse, de reconnaissance. « Moi aussi, » dit-il doucement. Isabelle le regarda, surprise. « Moi aussi. Je n'ai jamais aimé personne, » continua-t-il. « Jamais réussi à me connecter avec une autre personne. Ma famille m'a poussé pendant des années à me marier, à avoir des enfants, à continuer la lignée. Mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose ou quelqu'un. » Leurs yeux se croisèrent. « Et quand vous êtes entrés dans ce bureau aujourd'hui, dit Antoine, quand nos yeux se sont croisés, j'ai senti que j'avais enfin trouvé. » Isabelle ne détourna pas le regard. « Moi aussi, j'ai senti. » Le soleil commençait à se coucher. La lumière dorée peignait le jardin dans des tons d'orange et de rose. C'était comme si l'univers illuminait ce moment, cette rencontre. Mais il ne savait pas encore tout. Il y avait encore d'autres preuves qui attendèrent d'être découvertes, et la plus grande révélation était encore à venir. Antoine regarda Isabelle. Il nota quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une petite marque sur son cou, une marque de naissance qu'elle cachait toujours sous ses cheveux. « Puis-je voir ?» demanda-t-il en pointant la marque. Isabelle hésita, puis écarta ses cheveux. La marque avait une forme étrange, presque circulaire, avec des bords irréguliers. Elle ressemblait à une cicatrice, mais Isabelle savait qu'elle était née avec. Antoine sentit son sang se glacer. Il savait exactement ce qu'était cette marque, parce que dans la lettre, Sébastien décrivait la marque de naissance de Marie-Isabelle. Une marque sur le cou, circulaire, avec des bords irréguliers. Il avait écrit que c'était son endroit préféré pour l'embrasser, que c'était là où son âme avait laissé une marque pour la retrouver dans d'autres vies. « Isabelle, » murmura Antoine, « la lettre mentionne cette marque. » « Quoi ? Sébastien a écrit à ce sujet il y a 200 ans. » Isabelle porta sa main à son cou, la marque qu'elle avait toujours essayé de cacher, la marque qu'elle n'avait jamais réussi à expliquer. « Il a dit qu'il laisserait une marque pour la retrouver, » continua Antoine, « pour être sûr de la reconnaître. Peu importe le nombre de vies qui passeraient. » Isabelle commença à trembler. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Antoine prit ses mains. « Moi aussi, je veux croire que non. Mais regardez les preuves, l'écriture, le portrait, les rêves, la marque. Comment expliquer tout ça ?» Isabelle n'avait pas de réponse, mais son cœur en avait une. Son cœur savait quelque chose, que son esprit refusait d'accepter, qu'elle avait déjà été dans ce manoir, qu'elle avait déjà aimé Antoine, que la douleur qu'elle portait toute sa vie n'était pas la sienne. C'était celle de Marie-Isabelle, c'était celle d'une femme qui avait attendu 8 ans, un homme qui avait promis de revenir. Et maintenant, 200 ans plus tard, il était revenu, mais Isabelle n'était pas encore prête à accepter. « Monsieur, » dit-elle en se levant, « j'ai besoin de temps. C'est trop. Je suis votre demoiselle de compagnie. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. » Antoine se leva aussi. « Isabelle, s'il vous plaît. » Elle recula. « J'ai besoin de réfléchir. » Et elle s'enfuit vers les chambres des domestiques. Antoine resta seul dans le jardin. Le soleil s'était couché. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Et Antoine de Valois, l'homme qui n'avait jamais cru à l'amour, qui n'avait jamais cru au destin, qui n'avait jamais cru à rien d'autre que ce qu'il pouvait voir et toucher, resta là, à regarder les étoiles,
pensant que peut-être, juste peut-être, certaines promesses étaient assez fortes pour traverser les siècles. Peut-être que certaines âmes étaient connectées de façon que la science ne pouvait pas expliquer. Et peut-être, juste peut-être, qu'il avait passé 200 ans à essayer de tenir une promesse qu'il ne se souvenait même pas avoir faite. Je reviendrai vers toi, dans cette vie ou dans la prochaine. Mon âme te trouvera. Était-il vraiment revenu? Grâce la promesse serait-elle enfin tenue? Cette nuit, Antoine ne réussit pas à dormir. Il resta dans sa chambre, à regarder la lettre, lisant et relisant chaque mot, essayant de trouver une explication rationnelle à tout ce qui s'était passé. Il n'en trouva pas. Dans la chambre des domestiques, Isabelle non plus ne dormait pas. Elle regardait le plafond sombre, pensant à tout ce qu'elle avait découvert ce jour-là, au portrait qui était sa copie exacte, à la lettre qui semblait avoir été écrite pour elle, à la promesse de 200 ans. Et elle pensait à Antoine, à son regard, quand leurs yeux s'étaient croisés, à la sensation qu'elle le connaissait déjà, à la certitude inexplicable qu'elle appartenait à ses côtés. Mais comment? Elle était une demoiselle de compagnie. Il était un millionnaire. Dans quel monde ces deux personnes pourraient-elles être ensemble? Alors, elle se souvint, en 1820, ils étaient aussi de mondes différents. Elle, fille d'un général républicain, lui, un capitaine royaliste, ennemi. Et malgré tout, ils s'étaient aimés. La guerre n'avait pas réussi à les séparer. La société n'avait pas réussi à les séparer. Seulement la mort. Et maintenant, la mort non plus n'avait pas réussi. Isabelle s'assit sur le lit. Son cœur battait rapidement. Si c'était vrai, s'ils étaient vraiment les mêmes âmes, alors la différence sociale entre eux était insignifiante. Alors rien ne pourrait les séparer, rien qu'ils n'aient déjà surmonté auparavant. Mais il restait encore une question sans réponse. Comment en être sûr? Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une détermination. Il avait besoin de preuves. Des preuves concrètes, historiques. Quelque chose qui confirme ou nie tout ce qui s'était passé. Il appela un ami qui était historien à l'université. Fixa une réunion pour cet après-midi même. Pendant ce temps, Isabelle essayait de maintenir sa routine. Elle nettoyait le manoir, comme elle le faisait, tous les jours. Mais ses mains tremblaient, son esprit vagabondait. Chaque pièce de la maison semblait murmurer d'anciens secrets. C'est alors qu'elle arriva, au salon de musique. Il y avait un piano à queue ancien, dans le coin. Isabelle n'avait jamais joué du piano, n'avait jamais eu de cours, n'avait jamais eu d'argent pour ça. Mais quelque chose l'attira vers l'instrument. Elle s'assit sur le banc, regarda les touches noires et blanches, et alors, sans réfléchir, ses mains commencèrent à bouger. Une mélodie surgit, une valse ancienne, une musique qu'Isabelle n'avait jamais entendue auparavant, mais que ses doigts connaissaient par cœur. De l'autre côté du manoir ancestral, Antoine entendit la musique. Son sang se glaça. Il connaissait cette mélodie. C'était la même que sa grand-mère avait l'habitude de fredonner. Une musique ancienne, disait-elle, de l'époque du capitaine Sébastien, une valse qu'il avait composée pour sa bien-aimée. Antoine se précipita vers le salon de musique. Il trouva Isabelle en train de jouer, les yeux fermés, avec des larmes coulant sur son visage, jouant une musique qu'elle ne devrait pas connaître. Une musique composée il y a 200 ans. Isabelle, l'appela-t-il. Elle ouvrit les yeux, arrêta de jouer, regarda ses propres mains comme si elle ne les reconnaissait pas. « Je ne sais pas comment j'ai fait ça, dit-elle. Je n'ai jamais touché un piano, je n'ai jamais. Je sais, l'interrompit Antoine, je sais exactement ce qui se passe. » Cet après-midi-là, l'historien arriva au manoir. Le professeur Raphaël Vignon, spécialiste de la période des guerres de la Révolution française, il étudiait cette époque depuis 30 ans. Antoine lui montra la boîte, la lettre, la médaille, le portrait.
Le professeur resta silencieux pendant de longues minutes, examinant chaque objet avec un soin presque religieux. « Où avez-vous trouvé ça » demanda-t-il enfin. « Dans la cave. Elle était scellée. Personne ne pouvait l'ouvrir. » Le professeur regarda Antoine avec une expression qui mélangeait stupéfaction et scepticisme. « Vous savez ce qu'il y a ici ?» Antoine secoua la tête. « J'ai fait des recherches sur le capitaine Sébastien de Valois pendant des années, » dit le professeur. « Oh, c'était une figure légendaire, l'un des meilleurs stratèges de l'armée. Mais il était aussi connu pour un scandale, une liaison amoureuse interdite avec la fille d'un général ennemi. Isabelle de Montaigne, » compléta Antoine. Le professeur écarquilla les yeux. « Vous connaissez l'histoire. Seulement ce que la lettre raconte. » Le professeur prit la lettre avec des mains tremblantes, lut chaque mot. Quand il eut terminé, il y avait des larmes dans ses yeux. « C'est extraordinaire, » dit-il. « J'ai toujours pensé que la lettre était une légende. On disait que Sébastien avait écrit une dernière lettre avant la bataille. Une lettre d'amour, une promesse. Mais personne ne l'a jamais trouvée. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir, » dit-il. Et il appela Isabelle. Quand Isabelle entra dans le bureau, le professeur faillit tomber de sa chaise. « Impossible, » murmura-t-il. « Quoi ?» Le professeur se leva, s'approcha d'Isabelle, la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Il y a un portrait d'Isabelle de Montaigne au musée Carnavalet, » dit-il. « Je l'ai vu des centaines de fois. J'ai étudié chaque détail de ce visage. Et vous, vous êtes identique à elle. » Isabelle regarda Antoine. « Montre-lui, » dit Antoine. « Montre la marque. » Isabelle écarta ses cheveux, révéla la marque sur son cou. Le professeur chancela vers l'arrière. « Dans les archives historiques, » dit-il d'une voix tremblante, « il y a une description physique d'Isabelle de Montaigne. Faite par un médecin qui l'a soignée avant de mourir, elle avait une tache de naissance sur le cou, circulaire, bords irréguliers, exactement comme ça. » Le silence qui suivit fut absolu. « Professeur, » dit enfin Antoine, « qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe ici ?» L'historien regarda d'Antoine à Isabelle, de la lettre au portrait, de la médaille à la marque sur son cou. « Je suis un homme de science, » dit-il. « Je crois aux faits, aux documents, aux preuves. Et toutes les preuves que je vois ici pointent vers une seule conclusion. Une conclusion que mon esprit rationnel refuse d'accepter. Et quelle est cette conclusion ?» Le professeur prit une profonde inspiration. Que d'une manière impossible, les deux âmes qui se sont aimées et ont été séparées en 1793 ont trouvé un moyen de revenir et de tenir la promesse qu'elles ont faite. Isabelle sentit ses jambes flancher, s'assit sur la chaise la plus proche. Antoine la regarda, puis la lettre, les mots qui commençaient à prendre un sens d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « Je reviendrai vers toi, dans cette vie ou dans la prochaine. Mon âme te trouvera. » Il était revenu, et elle aussi. Mais il manquait encore une preuve, la preuve définitive. « Professeur, » dit Antoine, « vous avez mentionné un portrait au musée Carnavalet ?»« Oui, un portrait officiel d'Isabelle de Montaigne, peint en 1792. J'ai besoin de le voir. » Le professeur acquiesça. « Je peux obtenir un accès demain. » Dans les jours qui suivirent, les choses commencèrent à changer au manoir. Antoine ne traitait plus Isabelle comme une simple employée. Il ne le pouvait pas. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait Isabelle de Montaigne. Il voyait la femme qu'il avait attendue 8 ans, la femme qui était morte le cœur brisé. Et Isabelle ne pouvait plus le tenir à distance. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, elle sentait quelque chose qui transcendait toute explication logique, une connexion si profonde qu'elle semblait avoir des racines dans une autre vie, parce que c'était le cas. Madame Dubois observait tout en silence. La vieille demoiselle de compagnie avait passé 50 ans à garder le secret de cette boîte, attendant le moment où les deux âmes reviendraient. Et maintenant, elle voyait la promesse s'accomplir. Une nuit, Antoine trouva Isabelle dans le jardin. Elle était assise sur le même banc sous le figuier, regardant les étoiles. Il s'assit à côté d'elle. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Isabelle brisa le silence. « Tu penses que c'est possible ?» demanda-t-elle. « D'aimer quelqu'un que tu as connu dans une autre vie. » Antoine la regarda.
Ses yeux couleur de miel, la marque sur son cou, tout ce qu'elle était et tout ce qu'il sentait qu'elle avait toujours été. « Je crois que c'est déjà en train d'arriver, » répondit-il. Isabelle le regarda. Ses yeux brillaient de larmes. « J'ai peur, » confessa-t-elle. « Peur que ce soit un rêve, que je me réveille et que tu ne sois plus là, que je te perde encore une fois. » Antoine prit ses mains. « La dernière fois, j'ai promis que je reviendrais. Et je suis revenu. Ça a pris 200 ans, mais je suis revenu. Et cette fois, je ne vais nulle part. » Isabelle le regarda, puis, lentement, posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi pendant des heures, sans parler, juste à sentir, se souvenir, reconnaître. Deux âmes qui avaient traversé 200 ans pour se retrouver. Que feriez-vous si vous découvriez que vous avez déjà aimé quelqu'un dans une autre vie? Si vous découvriez que la douleur que vous portez n'est pas seulement la vôtre, commentez ici en bas. D'autres personnes ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Le jour suivant, ils allèrent au musée. Le professeur Vignon les attendait à l'entrée, les conduisit à travers les couloirs silencieux jusqu'à une salle spéciale, la salle dédiée à la période de la Révolution française. Et là, sur un mur, était le portrait Isabelle de Montaigne, 1792. Antoine et Isabelle s'arrêtèrent devant la peinture. Le silence était absolu, parce que là, sur le mur d'un musée, était une peinture vieille de 200 ans. Et la femme sur le portrait était exactement comme Isabelle. Pas seulement ressemblante, identique. Les mêmes yeux couleur de miel, le même trait du visage, le même sourire doux, la même marque sur le cou, clairement visible sur la peinture. Isabelle sentit ses jambes flancher. Antoine la rattrapa avant qu'elle ne s'écroule. Le professeur observait la scène en silence. Même lui, un homme de science, de fait, de logique, ne pouvait nier ce que ses yeux voyaient. Deux femmes, séparées par 2 siècles, mais qui étaient, inexplicablement, la même personne, à cet instant. Quelque chose se produisit. Isabelle ressentit une vague de vertige, plus forte que toutes les autres, plus dévastatrice, comme si le monde autour d'elle se dissolvait, comme si le temps se pliait. Et alors, elle vit. Pas le musée, pas le portrait, pas Antoine à ses côtés. Elle vit une nuit de 1820, une chambre éclairée par des bougies, un homme en uniforme militaire assis à une table, écrivant avec urgence, avec désespoir, avec amour. Elle vit Sébastien. Il avait le visage d'Antoine, les mêmes yeux, la même allure, mais plus jeune, plus mince, avec la barbe de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Et elle sentit son amour, son angoisse, la peur que ce soit sa dernière nuit. « Ma bien-aimée Isabelle », écrivait-il. Les mots coulaient comme des larmes. « Quand tu liras ces mots, je serai déjà parti au combat. » Isabelle sentit ses propres larmes couler. Elle était là, dans la mémoire, dans le passé, assistant à Sébastien écrivant la lettre qu'elle trouverait 2 siècles plus tard. « Je reviendrai vers toi, To », écrivait-il. « Dans cette vie ou dans la prochaine, mon âme te retrouvera. » Sébastien termina la lettre, la plia soigneusement, la plaça dans la boîte avec sa médaille et le portrait d'elle, la scella avec les armoiries de la famille. Et alors, il fit quelque chose qu'Isabelle n'attendait pas. Il ferma les yeux et pria. « Dieu, si vous existez, s'il y a quelque chose au-delà de cette vie, faites que je la retrouve. Peu importe le nombre de vies qui passent, peu importe le temps que cela prendra. Laissez mon âme reconnaître la sienne. Laissez-moi accomplir cette promesse. » Isabelle sentit le poids de cette prière. Elle sentit la sincérité, le désespoir, l'amour si profond qu'il transcendait la mort. Et alors, la vision changea. Elle vit la bataille, un champ ouvert, des chevaux, des hommes criants, du sang. Sébastien était là, monté sur son cheval, menant ses hommes. Et puis, un coup de feu. La balle atteignit Sébastien à la poitrine, exactement là où se trouvait la médaille. Il tomba de son cheval, sur le sol boueux et ensanglanté. Isabelle courut vers lui, pas physiquement, mais en esprit, en mémoire, en âme.
Sébastien regardait le ciel. Ses lèvres bougeaient, formant des mots silencieux. « Je reviendrai vers toi », murmura-t-il. « Dans cette vie ou dans la prochaine, mon âme te retrouvera. » Et alors, il ferma les yeux et mourut. Isabelle ressentit la douleur comme si c'était la sienne, parce que c'était le cas. Cela avait été la sienne. Isabelle avait reçu la nouvelle quelques semaines plus tard, était tombée à genoux, avait crié jusqu'à perdre la voix. La vision changea à nouveau. Isabelle vit une femme en noir, assise dans une pièce sombre, regardant une boîte scellée. La même boîte qu'Antoine trouverait 2 siècles plus tard. Isabelle de Valois était en train de mourir. Pas de maladie, de chagrin d'amour. Elle tenait la boîte comme si c'était la seule chose qui la reliait à Sébastien. La seule chose qui restait. « Il a promis », murmura-t-elle. « Il a promis qu'il reviendrait. » Une demoiselle de compagnie s'approcha. « Madame, le médecin a demandé que vous vous reposiez. »« Je ne peux pas, » dit Isabelle. « Pas encore. Je dois attendre. » La demoiselle de compagnie échangea un regard avec une autre. Elle pensait que madame devenait folle. Mais Isabelle de Valois savait la vérité. Sébastien reviendrait. Peut-être pas dans cette vie, mais il reviendrait. Et elle devait s'assurer que lorsqu'il reviendrait, il trouverait la lettre. Elle appela la gouvernante, donna des instructions spécifiques. La boîte devait être gardée, transmise de génération en génération, scellée, intacte, jusqu'à ce que Sébastien revienne. Comment saurons-nous quand il reviendra? Madame, Isabelle de Valois sourit, un sourire triste et plein de certitude. Quand il reviendra, la boîte s'ouvrira. Quand il reviendra, il me trouvera. Et quand il me trouvera, elle toucha la marque sur son cou. Il reconnaîtra cette marque, parce que c'est lui qui l'a laissée, dans une autre vie, pour me retrouver dans toutes les prochaines. La gouvernante acquiesça, sans comprendre, mais obéissant. 3 jours plus tard, Isabelle de Valois mourut. On dit que ses dernières paroles furent « Je reviendrai vers toi, je reviendrai vers toi », la même promesse, faite par 2 âmes qui refusèrent de se séparer. Isabelle ouvrit les yeux. Elle était au musée. Antoine la tenait. Le professeur la regardait avec inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda Antoine. Isabelle le regardait. Elle voyait Sébastien. Elle voyait l'homme qui était mort en promettant de revenir. Elle voyait l'amour qui avait traversé 2 siècles pour la retrouver. « J'ai vu, » dit-elle. « J'ai tout vu. Qu'as-tu vu ?» La nuit où il a écrit la lettre. La bataille. Sa mort était, sentez-moi, Isabelle de Valois, attendant, mourant de nostalgie. Antoine sentit des larmes dans ses propres yeux. « Isabelle » murmura-t-il. Elle le regarda, directement dans les yeux. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle n'avait plus de doute. « Et toi » dit-elle, « tu es revenu, comme tu l'avais promis. Si vous ressentez quelque chose maintenant, si quelque chose en vous reconnaît cette histoire, c'est parce que certaines vérités vont au-delà de ce que nous pouvons expliquer. Le cœur doré de YouTube est juste en dessous. Quand vous cliquez dessus, vous dites que vous croyez que certaines connexions transcendent le temps. Antoine et Isabelle quittèrent le musée en silence. Il n'y avait plus rien à dire. Les preuves étaient là. La lettre, le portrait, la marque, la vision, la musique qu'Isabelle avait jouée sans jamais l'avoir apprise. Tout pointait vers une seule vérité. Ils s'étaient déjà aimés auparavant. Et maintenant, ils avaient une seconde chance. Mais il restait un obstacle. La société. Antoine était l'un des hommes les plus riches du pays. Isabelle était une demoiselle de compagnie, orpheline, sans famille, sans nom. Dans la haute société, ce genre de relation était impensable. Antoine savait qu'il ferait face à des critiques, des jugements, peut-être même à des pertes commerciales. Mais quand il regarda Isabelle, quand il vit en elle Isabelle de Valois, quand il sentit le poids de 2 siècles d'attente, il prit une décision. Rien d'autre n'avait d'importance, ni l'argent, ni le statut, ni ce que les autres pensaient, seulement elle. Seulement la promesse qu'il pouvait enfin tenir. Cette nuit-là, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait.
Il descendit jusqu'au quartier du personnel. Il trouva Isabelle assise sur son lit simple, regardant ses propres mains, traitant encore tout ce qu'elle avait vu. Antoine s'agenouilla devant elle. Isabelle le regarda, surprise. « Monsieur, que faites-vous ?»« Ne m'appelez pas monsieur, » dit-il. « Plus jamais. Mon nom est Antoine, ou Sébastien. Cela dépend de quelle vie vous préférez. » Isabelle sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je sais que c'est de la folie, » continua Antoine. « Je sais que le monde va nous juger. Je sais qu'ils diront que j'ai perdu la tête, que tu es une intéressée, que tout cela est impossible. » Il serra ses mains dans les siennes. « Mais je sais aussi, Lano, que j'ai passé 200 ans à t'attendre, que mon âme t'a promis qu'elle reviendrait. Et maintenant que je t'ai trouvé, je ne laisserai rien nous séparer, plus jamais, ni la société, ni l'argent, ni la mort. » Isabelle ne pouvait parler. Les larmes coulaient librement. « Je t'aimais. En 1820, dit Antoine. Je suis mort en t'aimant. Et maintenant, 200 ans plus tard, je t'aime, encore. Je t'ai toujours aimé, dans toutes les vies qui ont précédé, dans toutes les vies qui suivront. » Il plongea son regard dans le sien. « Isabelle, Maria Isabelle, peu importe le nom, acceptes-tu de rester avec moi, dans cette vie, dans toutes les prochaines ?» Isabelle le regarda, l'homme qui avait traversé les siècles pour la retrouver, l'âme qui avait reconnu la sienne. Au moment où leurs yeux s'étaient croisés, elle n'eut pas besoin de réfléchir. « Oui, dit-elle, dans toutes les vies. » Antoine se leva, l'attira contre lui, et enfin, après 200 ans, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser qui portait en lui des siècles de nostalgie, un baiser qui accomplissait une promesse, un baiser qui réunissait deux âmes qui n'auraient jamais dû être séparées. Et quelque part, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout ce que l'esprit humain peut comprendre, Sébastien de Valois, enfin, reposa en paix. Il était revenu, il l'avait retrouvé. La promesse était accomplie. Madame Dubois observait de loin. La vieille demoiselle de compagnie avait les larmes aux yeux. « 50 ans, murmura-t-elle, pour elle-même. 50 ans. À garder le secret, à attendre ce moment. » Elle leva les yeux vers le ciel nocturne. « Vous pouvez reposer, maintenant, Madame Isabelle, » dit-elle. Il est revenu, comme il l'avait promis, mais l'histoire n'était pas encore terminée, parce qu'il y avait encore une dernière épreuve, une épreuve à laquelle personne ne s'attendait, une épreuve qui changerait tout. Le lendemain matin, le professeur Lemaire appela Antoine. « Vous devez venir au musée, immédiatement, » dit-il. « Nous avons trouvé quelque chose dans les archives. » Antoine et Isabelle y allèrent ensemble. Le professeur les attendait dans une salle de recherche. Sur la table, il y avait des documents anciens, jaunis, fragiles, avec des sceaux officiels d'il y a 200 ans. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Antoine. Le professeur les regardait avec une expression étrange, un mélange de stupeur, d'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Quand vous êtes parti, hier, je suis resté à réfléchir, dit-il. Quelque chose ne collait pas. Sébastien est mort, à la bataille. Isabelle est morte, des années plus tard. Ils n'ont jamais eu d'enfant. La lignée des de Valois s'est poursuivie par un frère cadet de Sébastien. » Antoine fronça les sourcils. « Je le sais. Mais alors, je me suis demandé, continua le professeur, s'ils n'ont jamais eu d'enfant. Pourquoi la boîte était-elle conservée dans le manoir des de Valois? Pourquoi Isabelle a-t-elle donné des instructions pour que sa famille garde la boîte? Pourquoi pas sa propre famille? » Antoine regarda Isabelle. Elle semblait aussi confuse que lui. « J'ai cherché dans les archives, » dit le professeur, « des documents de l'époque, des registres civils, des actes, et j'ai trouvé
quelque chose. Il tendit un document à Antoine. C'était un acte de naissance daté de 1820. Antoine lut et sentit le monde autour de lui tourner. L'acte était celui d'une fille née en août 1820, 3 mois après la mort de Sébastien. La mère était Isabelle de Los Rios. Le père était le capitaine Sébastien de Valois. Ils ont eu une fille, murmura Antoine. Le professeur acquiesça. Une fille qu'Isabelle a gardée secrète parce que l'enfant était le fruit d'un amour interdit, d'un ennemi. Si la vérité était découverte, toutes deux seraient condamnées. Isabelle ne parvenait pas à respirer. Qu'est-il arrivé à l'enfant demanda-t-elle. Le professeur tendit un autre document. La fille a été élevée en secret par les de Valois, le frère cadet de Sébastien, qui hérita de la fortune, l'a adoptée comme la sienne, lui a donné le nom de la famille, l'a protégée. Antoine regardait les documents, son esprit travaillait. Alors, toute la lignée des de Valois, après Sébastien, en réalité, descend de lui et d'Isabelle, compléta le professeur. Vous, Antoine, vous ne descendez pas du frère de Sébastien, vous descendez de Sébastien lui-même et d'Isabelle. Le silence qui suivit fut absolu. Antoine regarda Isabelle. Je suis un descendant de, dit-il, de nous, de ce que nous étions. Isabelle regardait. Les documents, la preuve définitive, la preuve qui reliait tout. Leur fille a survécu, dit-elle. Leur amour n'a pas été vain. Et maintenant, vous êtes ici, dit le professeur, 200 ans plus tard, à nouveau ensemble. Comme si l'univers corrigeait une erreur, comme si l'histoire était enfin racontée de la bonne façon. Antoine prit la main d'Isabelle. Ce n'est pas une correction, dit-il, c'est une conclusion. L'histoire a commencé en 1820, mais ce n'est que maintenant qu'elle se termine. Isabelle le regarda, l'homme qui portait le sang de Sébastien et d'Isabelle, le sang d'un amour qui n'aurait jamais dû être séparé, et elle comprit, l'univers n'avait pas seulement réuni deux âmes, il avait réuni une famille, une lignée, un amour qui s'étendait sur 200 ans et qui maintenant, enfin, pouvait s'épanouir sans peur, sans guerre, sans barrière sociale, sans mort prématurée. Seulement l'amour, le même amour, de toujours, traversant le temps, dans les semaines qui suivirent. Antoine fit quelque chose qui choqua la haute société. Il annonça ses fiançailles avec Isabelle. Les journaux firent la une. Millionnaire, épouse, une demoiselle de compagnie. Les commentaires étaient cruels, préjugés, pleins de jugements. Mais Antoine ne s'en souciait pas, et Isabelle non plus, parce qu'il savait quelque chose que le monde ignorait. Il savait que cet amour n'avait pas commencé dans ce manoir. Il avait commencé 200 ans plus tôt, à une époque de guerre, entre deux ennemis qui avaient choisi l'amour au lieu de la haine. Et maintenant, enfin, il pouvait le vivre. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, dans le même manoir, où Antoine avait trouvé la boîte, dans le même jardin, où Sébastien et Isabelle s'étaient dit « Au revoir, bon, pour la dernière fois ». Madame Dubois fut la demoiselle d'honneur, le professeur Lemaire
le témoin, la boîte, qui avait gardé la lettre pendant 200 ans, fut placée sur l'autel, en souvenir, en témoin, en preuve, que l'amour véritable trouve toujours un chemin. Quand Antoine dit oui, il ne faisait pas que se marier avec Isabelle, il accomplissait une promesse faite 200 ans plus tôt. Je reviendrai vers toi dans cette vie ou dans la prochaine. Mon âme te trouvera. Il était revenu, il l'avait retrouvé. La promesse était tenue. Isabelle pleurait en prononçant ses propres mots. « Je t'ai attendu, dit-elle, dans 2 vies, 8 ans dans l'une, 28 dans l'autre. Et maintenant, enfin, l'attente est terminée. » Antoine prit ses mains dans les siennes. « Plus besoin d'attendre, dit-il. Je suis là. Et cette fois, rien ne nous séparera. » Ils échangèrent leurs alliances. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent, quelque chose de magique se produisit. Une brise légère parcourut le jardin. Les feuilles du vieux figuier chuchotèrent. Et, pour un instant, un seul instant, tous les présents ressentirent quelque chose d'étrange. Une présence. Ou 2. Comme si Sébastien et Isabelle étaient là, à les observer, à les approuver. Enfin, en paix, Madame Dubois leva les yeux au ciel. « Ils sont là », murmura-t-elle. Et elle avait raison. Les âmes qui s'étaient aimées et avaient été séparées reposaient enfin. Parce que la promesse avait été tenue, parce que l'amour avait vaincu le temps. Parce que 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer s'étaient rencontrées malgré tout, contre toute probabilité, contre toute logique, contre la mort elle-même. Quelques mois après le mariage, Isabelle découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle apporta des larmes de joie, mais elle apporta aussi autre chose. Une nuit, Isabelle rêva. Pas de Sébastien écrivant la lettre, pas de la bataille, pas de la mort. Elle rêva d'une petite fille. Une petite fille aux yeux couleur de miel, avec une tache de naissance sur le cou, courant dans un jardin qu'elle reconnut comme celui du manoir, mais différent, plus ancien. La petite fille la regarda et sourit. « Tu m'as retrouvée », dit la petite fille. Isabelle se réveilla en pleurant, mais c'étaient des larmes de joie. Elle raconta son rêve à Antoine. Il la serra dans ses bras. « Notre fille », dit-il. « La fille que nous avons eue en 1820, celle qui a été élevée en secret, celle que nous n'avons jamais pu voir grandir. » Isabelle regarda son ventre qui commençait à s'arrondir. « Tu penses que c'est elle ?» demanda-t-elle. « Qui revient vers nous ?» Antoine réfléchit longuement. « Je pense, dit-il enfin, que certaines familles sont tellement fortes que même la mort ne peut les séparer. Je pense que certaines âmes choisissent de revenir ensemble, vie après vie, jusqu'à ce qu'elles parviennent enfin à rester ensemble sans interruption. » Isabelle posa sa tête sur son épaule. « Alors, cette fois, dit-elle, nous ferons différemment. Cette fois, nous la verrons grandir. Nous serons présents. Nous lui donnerons tout ce que nous n'avons pas pu lui donner avant. » Antoine embrassa son front. « Cette fois, promit-il, rien ne nous interrompra. » 9 mois plus tard, une petite fille naquit, des yeux couleur de miel, une tache de naissance sur le cou, identique aux photos d'Isabelle lorsqu'elle était jeune. Antoine et Isabelle regardèrent leur fille et pleurèrent. Pas de tristesse, de joie, de reconnaissance, de gratitude. Parce que, enfin, la famille était au complet. Enfin, l'histoire avait une fin heureuse. Enfin, la promesse ne concernait plus seulement 2 amants, mais une famille entière, réunie à travers le temps. Ils l'appelèrent Isabelle. En hommage à Isabelle, en hommage à la mère qui n'avait pas pu l'élever la première fois, en hommage à l'amour qui avait traversé les siècles, Madame Dubois prit le bébé dans ses bras. « Bienvenue à la maison, ma petite, » murmura-t-elle. « Tu as mis 200 ans, mais tu es enfin chez toi. L'histoire ne devrait pas exister. Les preuves ne devraient pas être là. La lettre n'aurait pas dû survivre. La boîte n'aurait pas dû s'ouvrir. Tout aurait dû être oublié avec le temps. Mais ce ne fut pas le cas.
parce que certaines histoires refusent d'être oubliées, parce que certaines promesses sont trop fortes pour être brisées, parce que certaines âmes sont connectées de façon qui dépasse toute explication. Antoine rangea la lettre dans un endroit spécial, encadré, protégé, avec une inscription en dessous. « Je reviendrai vers toi, dans cette vie ou dans la prochaine. Mon âme te retrouvera. » Promesse faite en 1820, promesse tenue en 2025. 200 ans d'attente. Une éternité d'amour. Chaque soir, avant de s'endormir. Antoine regardait ce cadre, les mots tremblants écrits à la lumière des bougies 200 ans plus tôt. La promesse qui avait tout déclenché. Et chaque soir, il remerciait. Il remerciait d'être revenu, de l'avoir retrouvé, de pouvoir enfin vivre l'amour que la guerre avait volé. Isabelle regardait aussi la lettre. Et chaque soir, elle remerciait aussi. Elle remerciait de n'avoir pas abandonné, d'avoir attendu, d'avoir cru, même quand cela n'avait aucun sens, parce que sa foi avait été récompensée, parce que l'attente en avait valu la peine, parce que l'amour avait vaincu. Vous venez d'écouter une histoire qui transcende le temps, une histoire de deux âmes qui ont refusé de s'abandonner, une histoire d'une promesse qui a mis 200 ans à être tenue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ces mots, c'est parce que vous comprenez. Vous comprenez que l'amour véritable ne connaît pas de limites. Vous comprenez que certaines connexions vont au-delà de ce que nous pouvons expliquer. Vous comprenez que, peut-être, juste peut-être, vous avez aussi quelqu'un qui vous attend, quelque part, quelque temps. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu l'impression de le connaître déjà? Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un inconnu et vu de la familiarité? Ces sensations ne sont pas de la folie, ce sont des souvenirs d'autres vies, des souvenirs d'autres amours, des souvenirs qui traversent le temps en attendant d'être reconnus, comme Antoine et Isabelle se sont reconnus, comme Sébastien et Isabelle se sont retrouvés, comme deux âmes sœurs se retrouvent toujours. Peu importe le temps que cela prend, peu importe le nombre de vies qui passent, l'amour véritable trouve toujours un chemin. Et la promesse a été tenue. Des années plus tard, alors que la petite Isabelle courait déjà dans le jardin du manoir, Antoine trouva autre chose. Il rangeait les anciens documents de la famille lorsqu'il découvrit un deuxième seau. Une deuxième boîte, plus petite, plus cachée, à l'intérieur. Il y avait une autre lettre, mais celle-ci n'était pas de Sébastien. Elle était d'Isabelle. Écrite quelques jours avant sa mort, Antoine lut, les larmes aux yeux. « Mon bien-aimé Sébastien, » commençait la lettre, « je sais que tu reviendras, je le sens dans mon âme. Et quand tu reviendras, je serai là. Pas ici, pas dans ce corps qui est déjà fatigué, mais ailleurs, à une autre époque, dans une autre vie. J'ai laissé des instructions pour que notre fille soit prise en charge. Elle porte notre amour. Elle est la preuve que ce que nous avons vécu était réel. Et à travers elle, notre sang continuera, de génération en génération, jusqu'à ce que tu reviennes. Quand tu trouveras cette lettre, sache que je n'ai jamais douté. Sache que j'ai attendu. Sache que chaque nuit, j'ai rêvé de toi. Sache que ma dernière pensée sera ton nom. Ton nom. Je reviendrai vers toi, toi aussi. Je reviendrai vers toi, également. Parce que si tu peux traverser la mort pour me retrouver, je peux faire de même, sans hésiter. Nous nous retrouverons. Et cette fois, rien ne nous séparera. Jamais. Avec tout l'amour que je porte en moi depuis le premier regard, ta Isabelle, pour l'éternité, à jamais. Antoine montra la lettre à Isabelle. Elle lut et pleura, de joie. C'est moi qui ai écrit ça, dit-elle. Je me souviens, pas d'avoir écrit, mais de l'avoir ressenti, d'y croire, d'en être certaine. Antoine la serra dans ses bras. Fort. Tu m'as attendu, dit-il. 2 siècles, et je suis finalement venu. Enfin. Isabelle le regarda. Elle regarda leur fille, jouant dans le jardin. Elle regarda la vie qu'ils avaient enfin.
Et ça valait la peine, dit-elle. Chaque seconde d'attente, chaque vie de nostalgie, ça valait la peine, absolument. Antoine embrassa son front, tendrement. Et maintenant, dit-il, nous pouvons enfin vivre, sans guerre, sans séparation, sans peur, ensemble. Isabelle sourit, radieuse. Ensemble, dit-elle, comme ça aurait toujours dû être, comme toujours. Antoine regarda le jardin, l'aubépine centenaire sous laquelle Sébastien et Isabelle s'étaient quittés, leur fille, qui était la preuve vivante de leur amour, un amour éternel. Et il comprit. Il comprit que certaines histoires ont besoin de temps pour être racontées. Il comprit que certaines promesses ont besoin de siècles pour être tenues, honorées. Il comprit que certaines âmes naissent connectées et restent connectées, quoi qu'il arrive, peu importe. Et il comprit qu'il était la preuve vivante de tout cela. Un miracle. Sébastien avait promis, et Antoine avait tenu sa promesse. Toujours. 2 vies, une âme, une promesse. Je reviendrai vers toi, je suis revenu vers toi. Et maintenant, nous sommes ensemble, pour toujours. À jamais.